Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer, je suis Sid, accompagné de Kira. J'ai envie de rigoler parce que j'ai changé mon bonjour, ça m'a déstabilisé mon cher Kira. Donc comment vas-tu cette semaine ? Eh bah bonjour tout le monde, bonjour Sid. Moi ça va plutôt bien cette semaine. C'était une semaine, on va dire, assez chill. J'ai pas beaucoup joué cette semaine, j'avais un peu la flemme, je t'avoue. J'ai fait quand même 2-3 trucs, je suis allé voir Venom au cinéma, Venom 3. Alors c'est nul. Ouais, Venom quoi. Donc voilà, je ne dirai rien sur ce film, c'est une merde. Je commence Dragon Age ce soir, donc je vais faire ma création de personnage juste après le rec. Ça veut dire que j'en ai au moins pour 3 heures et que je vais pas encore jouer. Je fais toujours un petit peu de Mario Party parce que c'est toujours cool. Là en ce moment je joue en online avec des personnes que je ne connais pas et donc c'est plutôt rigolo. Et là je me suis plongé dans un petit cycle Stephen King et hier j'ai commencé à lire La Tour Sombre. On en parlait pour l'épisode Berserk justement. Voilà, on en parlait, j'avais envie de me relancer dans du Stephen King, j'ai un de mes collègues qui est très très fan de Stephen King et je lui fais un petit coucou. On a beaucoup parlé de La Tour Sombre et c'est vrai que j'avais lu que les premiers tomes, donc là j'ai envie de me faire la totale. Donc j'ai commencé La Tour Sombre, voilà. Écoute, j'avais bien aimé, moi je les ai lus il y a un petit moment et franchement c'est très sympa. Donc peut-être que tu pourras nous en parler d'ailleurs au travers d'une chronique littéraire. Pourquoi pas, j'ai jamais fait de chronique de roman, c'est vrai, donc à voir, mais oui pourquoi pas, ça pourrait être une idée en tout cas. Après c'est vrai que ça reste des tomes assez denses, donc je vais voir combien de temps je vais mettre à les lire. Et toi, qu'est-ce que t'as fait cette semaine ? Moi ma semaine, donc je suis toujours sur Silent Hill bien sûr, sauf que dans ma vie il s'est passé quelque chose que j'ai présenté à nos auditeurs avec toi, c'est Pokémon Pocket et en fait je joue qu'à ça, je fais que ça, je passe mon temps dessus, j'enchaîne les combats, j'ai construit 8 decks, je me suis abonné au pass premium, enfin bref, j'ai craqué mon slip. Ah oui, t'as carrément craqué mon slip, totalement. Alors je suis beaucoup sur Pokémon aussi, moi par contre je suis niveau 10, j'ai l'impression que j'avance pas. J'ai pas le pass premium, mais je pense avoir beaucoup de cartes par contre. Ouais, mais il est très plaisant. Après, j'ai un peu peur, me connaissant, au syndrome Pokémon Go, où je suis à fond très vite et je passe parfois très vite. Ouais, je m'arrête aussi très vite. Mais vraiment, non, j'adore. Ils ont bien simplifié le système de combat et ça le rend vraiment très cool. Bon, c'est ce qu'on disait, on vous renvoie à notre épisode de la semaine dernière. Mon avis n'a pas du tout changé sur l'appli. Et sinon, tant bien que mal, je finis Shogun. Alors j'adore, c'est juste plus le temps qui me manque, mais je regarde un épisode par semaine, donc c'est un petit peu long, mais qu'est-ce que c'est bien Shogun. J'en parlerai pareil en podcast. La Shogun de la série sur Disney+. Ouais, exactement. C'est même fantastique. C'est fantastique. C'est une série que j'adore et d'ailleurs, je crois qu'ils ont annoncé une saison 2. Eh ben écoute, j'en parlerai parce qu'elle le mérite. Et d'ailleurs, en parlant de ce que nous parlons, enfin ça commence à être bizarre ma phrase, de quoi allons-nous parler dans le podcast ? Alors on va parler un petit peu de Nintendo qui nous fait plaisir avec Nintendo Music. Oui. Derrière, on va parler de Gears of War, donc ce qui n'a totalement rien à voir avec Nintendo, justement. La troisième news, tu me l'as dit tout à l'heure, mais je m'en souviens plus, donc ça sera la surprise. Du chef. Il y aura le test de The Messenger que tu nous as concocté pour cette semaine. Et moi, une fois n'est pas coutume, je vais parler de Lovecraft. Vous savez que je suis fan de Lovecraft, mais pas que. Je vais parler d'un magazine qui me tient beaucoup à cœur, qui est le magazine Métal Hurlant. Donc je vais profiter du combo des deux et j'arrêterai de vous saouler avec Lovecraft après pendant quelques mois, je pense. Te connaissant, c'est une promesse que tu ne tiendras pas, mais merci quand même pour ta bienséance. Donc je te propose qu'on attaque tout de suite, à moins que tu veux nous dire comment mettre 5 étoiles, le podcast, les réseaux sociaux, tout ça. Voilà, tout à fait. Sur les applis podcast, vous pouvez pas mettre 1 étoile, ni 2 étoiles, ni 3 étoiles, ou même 4 étoiles, mais vous pouvez mettre 5 étoiles. Et ça clairement, ça peut nous aider. Donc n'hésitez pas, mettez 5 étoiles. Parlez de nous autour de vous, partagez les épisodes. N'hésitez pas à partager aussi nos posts sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître. C'est vrai que vous êtes beaucoup à nous écouter. Ça fait plaisir. Comme vous le savez, c'est quelque chose qu'on fait gratuitement, juste par passion. Et c'est vrai que le fait d'avoir des nouveaux auditeurs et surtout des nouveaux retours, parce que chaque semaine, on a des nouveaux retours qui sont très très gentils, très bienveillants, et ça nous aide à vouloir continuer à nous dépasser davantage en tout cas. Donc on compte sur vous, si vous pouvez vous mobiliser en tout cas, n'hésitez pas, ça sera vraiment super sympa. Vous pouvez aussi nous joindre via le site internet en remplissant le formulaire, et là bien sûr on vous fera la petite dédicace dans l'émission comme il est de coutume en tout cas.
l'actualité du chef, ou l'actualité surprise, ou l'actualité qui sort des hautes herbes, en fait ça tombe très bien, on aime bien dire qui sort des hautes herbes comme un ratata, mais en fait ça, c'est exactement l'histoire de cette actualité, parce que le jeu d'Hideo Kojima qu'on ne vous présente plus, parce que déjà on en parle beaucoup de Death Stranding, parce que le 2 arrive, parce qu'on en a fait une chronique aussi dans l'épisode 94 de la Taverne du Gamer, et aussi parce que c'est les 5 ans de la sortie de Death Stranding, et à l'occasion des 5 ans, donc le jeu distribué à quand même 19 millions d'exemplaires, Death Stranding 1, ce qui est pas mal, arrive, ouais, c'est pas mal du tout, et ce jeu, contre toute attente, arrive sur Xbox. Et quand ils l'ont annoncé, c'est pas genre il arrive sur Xbox, c'est genre allez sur le store d'Xbox, le jeu est disponible à 20€. Ouais, le jeu est vraiment, ils ont annoncé sa sortie sur Xbox et il était dispo dans l'instant. Donc je l'ai dit. D'accord, oui, en shadow drop, mais vraiment à l'arrache comme ça, ouais, sur les réseaux sociaux. C'est l'éditeur de Death Stranding 2, donc 505 Games, qui a publié avec Kojima cette nouvelle. Il sort donc sur Xbox, je l'ai dit, à 20€, c'était le prix, un prix à durée limitée, il était pareil sorti à 20€ sur Steam à l'époque. Et il sort aussi sur, tiens-toi bien, roulement de tambour, donc si j'ai du courage, je mettrai... Sur Switch. Non. Ça aurait été assez drôle, mais non. Enfin d'ailleurs, le Switch en cloud et tout, on n'entend plus trop parler de jeux comme ça, comme Resident Evil 8 qui sortent sur Switch grâce au cloud, mais là non, c'est pas le cas. C'est sur Amazon Luna. Donc j'ai dû relire mes notes parce que j'avais oublié l'existence de ce machin. Donc si vous êtes abonné à Amazon Luna, donc il y a beaucoup de monde qui nous écoute, mais je ne pense pas que malgré tout dans le lot il y en a qui jouent dessus, mais si c'est le cas, voilà, dites-le nous. Et sachez que le jeu est dedans dans votre abonnement. Donc il y a quand même une double info dans l'info, donc c'est déjà étonnant que ça sorte sur Xbox parce que c'était une exclue PlayStation, mais en fait c'est pas pour rien, c'est parce que Sony, donc PlayStation, a cédé la propriété intellectuelle de Death Stranding qui leur appartenait, ça appartenait à Sony, et ils l'ont cédé à Kojima. Donc Kojima, tout de suite, quand ceci étant fait, il a sorti le jeu, en tout cas le 1 sur les autres plateformes, et je trouve ça extrêmement cool. Enfin, oui, c'est clair, ce qui est assez bien rare pour souligner, oui. C'est pour ça que j'en parle au-delà de la sortie du jeu sur Xbox, qui est une annonce commune. Il y a des jeux qui sont portés sur diverses consoles, mais là c'est le fait que PlayStation lâche cette propriété intellectuelle. Je trouve que c'est un double enjeu pour PlayStation, vraiment. Déjà, ça soigne un petit peu leur image dans l'industrie et on sait que c'est important. Ça soigne aussi leur image vis-à-vis de ce créatif Kojima qui a des ambitions pour sa licence au-delà du jeu vidéo, donc cinéma, musique, bande dessinée peut-être, je ne sais pas, en tout cas il veut faire du cross-média, et Sony est un acteur incontournable du cinéma, de l'animation aussi avec Crunchyroll, de la musique évidemment, donc tu vois, être bien avec Kojima, ça lui permettra aussi peut-être de s'assurer des exclusivités pour les studios de Sony par exemple, je ne sais pas. Pour Xbox, c'est très très bien aussi parce que ça fait un jeu Sony qui sort sur Xbox, et pour les joueurs Xbox, c'est une super nouvelle. Mais quand ces joueurs Xbox auront terminé Death Stranding, qu'est-ce qu'ils auront envie de faire ? S'ils ont aimé, ils auront envie de faire le 2, sauf que le 2, lui, est bien prévu sur PS5 l'année prochaine. Donc, faire ça déjà vis-à-vis de Kojima, c'est très bien, et faire ça juste avant la sortie du 2, tu vois, c'est malin parce que les gens, ça les emmène vers leur plateforme si jamais les gens ont apprécié. Donc voilà, en tout cas, j'ai trouvé à analyser intéressant, et je suis content pour Hideo Kojima qui récupère la propriété intellectuelle de son jeu. Oui, puis en vrai, c'est vrai que il y a eu pas mal de tollés sur les exclusivités, et c'est vrai que les consoles aussi ont besoin d'exclusivité. Après, moi, limite, je préfère que ce soit des exclusivités temporaires et qu'un maximum de joueurs puissent y jouer derrière. C'est vrai qu'on en parle assez souvent. Toi, t'as adoré Death Stranding, moi, c'est vrai que c'est pas mon cas, mais ça n'empêche que ça reste un grand jeu et une proposition à part. Et ceux qui sont fidèles à l'écosystème Xbox vont avoir la possibilité d'en profiter, et ça reste quand même une très très bonne nouvelle pour les gamers en tout cas. Ouais, complètement, et tu l'as dit, notre posture vis-à-vis des exclus, c'est très bien, ça forge une identité à une marque, mais c'est encore mieux quand c'est du temporaire, comme ça tout le monde après, au bout de quelques mois, années, peuvent en profiter, et voilà, au moins c'est le plus grand nombre est content, et ça c'est une bonne chose.
Gears of War Heyday donc a été annoncé pour le 18e anniversaire de la franchise. Donc à cette occasion, une annonce excitante a été faite, en tout cas donc ce nouveau Gears of War qui ne sera pas le 6e jeu, enfin c'est le 6e jeu mais ça ne sera pas la suite de Gears of War 5 mais bien un préquel qui va se passer le jour de l'émergence. Donc beaucoup de fans s'attendaient à un Gears 6 comme moi, parce que c'est vrai qu'à la fin on reste un peu sur un cliffhanger, donc ce n'est pas le cas. Et le jeu se déroulera donc 14 ans avant les événements du premier jeu, racontant l'histoire de cette fameuse première affrontement face au Locust sur la planète Serra. Et ce jour donc est connu sous le nom de E-Day, donc Heyday, l'Emergency Day. Voilà. Donc c'est un moment clé dans l'univers de Gears of War, parce que énormément de gens dans le lore avaient envie de voir cette fameuse émergence en tout cas. Et l'annonce a également confirmé le retour des voix originales de Marcus Phoenix et de Dominic Santiago, donc interprétés respectivement par John DiMaggio et Carlos Ferro, donc vraiment les voix emblématiques de la saga qui reviennent pour ce jeu, et donc ça c'est quand même très très cool. Y a, de ce côté-là, il n'y a pas à chier, au moins on aura une vraie continuité. Et le jeu promet de revenir aux sources de la série avec un gameplay toujours de tir à la troisième personne basé sur la couverture, donc un cover shooter bien sûr, tout en offrant une campagne explosive qui combine donc gameplay suffisamment péchu, narration, coopération, donc tout ça ce sont des éléments forts de la franchise Gears of War qui reviennent, mais à côté de ça ils ont annoncé 2-3 autres petites choses, donc une série animée qui serait en préparation, il y aura également un film qui sera également prévu et à venir. Donc j'ai l'impression que la Coalition, le studio donc maintenant qui dirige les Gears of War, a décidé de mettre les petits plats dans les grands et faire du coup du cross-média. Et on en parle souvent, on aime bien le cross-média, si on peut explorer vraiment au maximum le lore quand c'est bien fait. En tout cas, pas comme Like a Dragon sur Prime Video. Mais là, pour le coup, je suis super hypé. Tu sais que j'adore cette saga de jeu, en tout cas. Et même si j'ai quand même une petite déception de ne pas avoir un Gears 6, d'avoir un Gears E, ça me fait énormément plaisir. Et pourquoi Gears 6 alors c'est mort ça? C'est entériné ou... Ils vont faire ça un petit peu plus tard. Le Gears 5 était très bien, mais ils avaient voulu tenter des choses avec des zones ouvertes, en fait, où on avait un espèce de radeau tiré par des parachutes. Tu sais, on pouvait avancer comme ça. Et du coup, ça avait haché la narration, en fait. Beaucoup de gens avaient été déçus. Et aussi, le truc, c'est que Marcus et Dom sont des personnages de la première trilogie. Même si on voit toujours Marcus dans la seconde, ça reste un personnage secondaire. Et beaucoup de gens avaient envie de voir leur jeunesse, en fait. Donc je pense qu'ils sont allés à la simplicité pour capitaliser un maximum. Et aussi faire un peu une sorte de reboot. C'est vrai que quand tu arrives au 6e épisode et que le 4, 5 et 6 c'est une trilogie qui se suit, le fait de revenir au début peut peut-être inciter les joueurs à reprendre la saga de zéro en fait. Donc ça reste un mood intéressant, sachant que sur cette génération de consoles, on n'a pas eu de Gears of War. Le dernier Gears of War est sorti sur la génération d'avant. Donc mine de rien, ça va faire peut-être 7 ans, 8 ans maintenant. Donc entre-temps, nouvelle génération de joueurs, et c'est vrai que pourquoi pas recommencer dès le début. Ouais, écoute, intéressant, et ça fait vraiment partie des sagas qui sont très liées à la marque Xbox, je trouve. Et donc moi j'aimerais bien malgré tout l'avoir revenir, même si je suis pas client, mais je trouve que ça fait un peu partie, on parlait des exclus juste avant, ça fait partie de l'ADN de la marque, et les joueurs Xbox ils sont très attachés, donc je trouve ça cool en tout cas. Bonne nouvelle pour les fans, et espérons que le 6 sorte dans pas trop longtemps, mais peut-être la prochaine génération si je t'entends, ou en fin de gen alors du coup, mais pas pour tout de suite. Je le ferai bien sûr Day One, parce que je reste fan. S'il y a un collector, ça sera même encore mieux. Tu me connais, et en plus j'ai racheté tous les Gears of War dernièrement, donc je les ai eu à pas cher sur Vinted, parce que maintenant que je n'ai plus de Game Pass, en fait je me suis dit mince, j'aimerais bien avoir les Gears of War, et je les ai tous rachetés, donc les opus 360 et les opus Xbox One en tout cas. J'ai dû en avoir pour 50 balles les 6 ou 7 jeux, parce que c'est pareil, j'ai acheté aussi Gears of War Tactics. Et voilà, en tout cas moi je suis très très content de revoir cette saga que j'attendais depuis si longtemps en tout cas. Eh écoute, parfait. Je te propose pour terminer ces actualités de passer chez Nintendo, qui quand même nous abreuve de petites surprises. On sait qu'ils ont fait Alarmo, donc le réveil que j'ai reçu d'ailleurs, cette semaine, avec les musiques de Pikmin, de Splatoon, de Mario Odyssey, enfin quelques petites joyeusetés, Zelda compris. Et donc là, ils nous
ils nous font toujours plaisir, mais avec cette fois-ci une application de musique. Donc ils se font désirer pour l'annonce de la Switch 2, on va l'appeler comme ça, hein, mais là cette fois-ci ils nous ont pris un peu au dépourvu. Moi j'étais très étonné. Donc ils ont annoncé sur leur compte Twitter, d'abord japonais, ensuite US et français, donc l'arrivée. C'était un soir et l'arrivée dans la nuit de cette application, donc Nintendo Music, que j'ai téléchargée dans la foulée, je crois que toi aussi, Kira, et une application donc comme Spotify, hein, si je puis dire, mais où il y a toutes les musiques des grands jeux de Nintendo. Ils sont en train d'alimenter en plus beaucoup l'application. Là, j'ai vu Super Mario Wonder par exemple arriver. Il y a du Pikmin, il y a du Mario Kart, Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Country 1 évidemment, Animal Crossing, The Legend of Zelda, Kirby, enfin bref, Ocarina of Time, enfin je vous en passe. Il y a même du Pokémon en termes de musique. L'application est vraiment bien faite. Moi j'aime sa partie sobriété, enfin vous allez voir que ça ressemble un peu à YouTube, je vous encourage à... YouTube Music en fait. Oui, ça ressemble un peu à YouTube Music. Ouais, YouTube Music, c'est vrai. C'est vrai. Et donc j'aime bien, il y a un truc qui était rigolo qu'ils ont fait dans l'appli, c'est classer des morceaux par personnage. Donc si on choisit la playlist de Bowser Jr., on a des titres voilà, en rapport, si je puis dire, un petit peu avec le personnage, comme des thèmes de bataille, de Super Mario Galaxy, etc. Donc vraiment pour les amoureux des musiques et de l'univers Nintendo, voilà, ils ont créé ce petit écosystème rien qu'à eux, donc il n'y a que de la musique Nintendo. Ils ont aussi fait quelque chose que j'aime bien, c'est toute leur playlist extended qui permet d'écouter ça en fond si on travaille, si on vraiment en fond quoi, hein, je sais pas comment dire d'autre, avec du Nintendogs, avec les musiques de Wii, etc. ou des playlists pour courir, pour dormir, pour se relaxer. Enfin bref, je trouve que c'est assez complet. En plus, c'est bien fichu, on peut télécharger les musiques, on peut mettre des favoris, donc ça fonctionne hors ligne si jamais vous prenez l'avion ou autre, ce qui est mon cas. Donc moi je suis content qu'il y ait toujours ces fonctionnalités de télécharger. Et aussi, quand on aime une musique, à tout moment on peut cliquer dessus et ça, on peut se renvoyer, enfin je sais pas, c'est pas très joli à dire comme ça, mais on peut se renvoyer vers une page du jeu pour en savoir plus sur les musiques du jeu, sur ce qu'il a à proposer. Donc vraiment, c'est une approche très intéressante, je trouve. Beaucoup ont crié au scandale, ouais, pourquoi ils font pas ça sur Spotify, mais moi je trouve ça très bien. Justement. Je trouve ça très bien, ça participe à la culture d'entreprise, à l'attachement à la marque, et moi je trouve ça vraiment super. Même si tu veux pas mettre d'abonnement Spotify par exemple sur le téléphone portable d'un enfant, parce que oui, maintenant les enfants ont des téléphones portables de plus en plus jeunes, ça permet peut-être de mettre Nintendo Music, qu'ils aient accès à de la musique de Nintendo sans avoir de pub ou même d'abonnement ou de contenu on va dire explicite. Je trouve que c'est une bonne idée. Moi c'est vrai que je l'utilise pas mal aussi, j'ai écouté toutes les musiques de Zelda Breath of the Wild que j'apprécie beaucoup clairement. Je me suis replongé aussi dans des vieilles musiques de vieux Zelda, j'ai écouté les musiques de Pokémon aussi violet. Oui. Et je trouve que c'est un excellent mood, et là-dessus Nintendo il nous régale parce qu'encore une fois c'est gratos quoi. Enfin, c'est lié au Switch Online mais ça reste gratos. Exactement, j'allais parler du modèle économique, mais j'ai marqué sur mes notes c'est gratos. Bon, c'est gratos, petite astérix à côté, il faut être quand même abonné au Nintendo Switch Online. Bon, Nintendo Switch Online c'est 19€ l'année, donc la version de base suffit. Si vous avez comme moi la Advance, c'est 39,99€ pour avoir toute la partie rétro gaming. En fait ils sont vraiment en train de créer un package, et ça me fait de plus en plus penser à ce que propose Apple. Moi j'ai l'abonnement Apple One où dedans j'ai Apple Music, Apple Arcade, j'ai Apple TV+, j'ai le Cloud, et en fait ça ressemble de plus en plus à un modèle éco où tu prends ton abonnement et tu auras à côté plein de petits services satellites, et je vois cette application Nintendo Music comme le prémisse de ces services-là. Je me trompe peut-être, attention, mais tu vois, ça me fait penser de plus en plus à ça. En vrai, c'est une bonne idée, hein. Ça permet de fédérer ses clients, ça permet de proposer de la diversité, on n'est pas obligé de le prendre si on a envie ou non. En plus, l'application, elle est pas très lourde sur le téléphone, elle consomme pas énormément de ressources. Enfin, c'est clairement, quand je vois, moi, quand là, j'utilise Apple Music, mais quand j'avais Spotify sur mon téléphone, c'était hyper gourmand et volumineux, quoi. Donc ouais, écoute, nous deux on est du même avis, c'est la première fois qu'on en parle tous les deux, mais on ne fait pas partie de ceux qui ont décrié le truc. Moi je trouve que c'est bien, c'est leur propriété, c'est leurs artistes, c'est tout ça, donc qu'ils fassent leur propre application, ça ne me choque pas du tout.
Et ben mon cher Kira, ceci clôture la partie actualité de la semaine. Donc vous l'avez certainement remarqué, hein, c'est assez calme cette fin d'année en actualité. On a toujours des choses à vous dire parce qu'on est des grands bavards, mais voilà, c'est plutôt calme. C'est vrai, c'était même très calme. Moi, c'est pour ça que j'ai pris qu'une seule news. Comme on a dit, on faisait vraiment les news qu'on kiffait ou si c'était vraiment pertinent. Et bah oui, il n'y avait pas spécialement de choix cette semaine en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on est resté sur 3 news. Et donc, je vais vous parler cette semaine, Kira, d'un jeu que tu connais pas, puisque je t'en parlais juste avant et tu me disais, tiens, je connais pas ce jeu. C'est The Messenger, donc il y a beaucoup à en dire. C'est un jeu développé par Sabotage Studio. Je le fais en version française, Sabotage, parce que c'est un studio québécois. Donc nous sommes beaucoup écoutés par là-bas, donc un grand big up, nos amitiés. Vous avez toujours des mots très doux et gentils pour nous. C'est vrai. Jeu édité par Devolver, c'est un jeu de plateforme, dispo sur Switch, sur PS5, sur Xbox, sur PC, donc partout. Et Kira, sache que ce jeu dont tu as très peu entendu parler a été élu meilleur jeu indépendant en 2018 lors des Game Awards. Donc, déjà à l'époque, ils étaient chauds quoi. Déjà à l'époque, ils étaient chauds, et je sais pourquoi tu parles à l'époque, c'est parce que Sabotage Studio, c'est le studio qui a développé Sea of Stars. Et donc en 2 émissions, je vais vous faire un petit fil rouge avec The Messenger cette semaine, et dans 2 semaines, Sea of Stars. Et donc, ce jeu, Kira, s'il était sorti cette année, sache que ça serait aussi mon GOTY en termes de jeu indépendant, donc pour te dire un petit peu le niveau du jeu. Sauf que ce jeu-là a une particularité, et j'en parlerai évidemment un peu plus tard, c'est que il est très difficile d'en parler sans spoiler parce qu'il y a une vraie volonté du studio de nous surprendre, et ça un peu dans leurs 2 productions. Ils aiment bien jouer avec les codes d'un genre très établi, donc là le jeu de plateforme, pour au final nous prendre complètement à contre-pied. Donc il y a volontairement beaucoup de choses que je ne dirai pas dans cette chronique pour ne pas vous spoiler, vous garder voilà le mystère, la surprise qui va bien parce ça fait vraiment partie de l'expérience. Donc c'est un jeu de plateforme pas comme les autres, qui a une ambition très simple, nous faire croire que c'est un jeu de plateforme comme les autres, pour au final nous faire le gros twist, je parle pas d'un petit twist, mais le gros twist qui va bien, et nous emmener vers une proposition étonnante et bienvenue. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, petite interlude musicale, car tu vois, la musique est très sympa, hommage à la période 8 bits et tout, enfin très très cool. Donc l'histoire, on change pas une équipe qui gagne, on aime bien parler de l'histoire d'abord. Des fois je tente de faire autrement et ça me déstabilise, donc l'histoire. Nous sommes un apprenti ninja dans un petit village de ninja qui forcément non, mais non, il y a vraiment aucun rapport. Okay. J'ai essayé donc on essaie quand même de perfectionner notre art au sabre et au shuriken, du ninjutsu, du jujutsu. Tout ce qui finit par dessous, jusqu'au moment où non pas le shitsu, jusqu'au moment où une armée de démons attaque et met à feu et à sang tout le village, les gens qui le croisent, enfin voilà, terrible démon, dont le seigneur démon est là avec son corps très massif, mais vraiment genre très très massif, ses nombreuses têtes, donc ça doit pas être facile, ou ça doit être sympa de se faire la conversation à soi-même avec plusieurs têtes, oui, et ses ailes de chauve-souris. Ça dépend des caractères, mais ça peut être sympa. Sauf que dans ce village, personne n'était préparé à une telle invasion de démons. Donc, tout le monde, beaucoup de ces villageois ninjas sont décimés. Nous sommes un des seuls survivants. On prend notre courage à 2 mains, on va affronter ce démon, mais il est trop fort, vraiment, vraiment trop fort. Donc, on est sur le point de mourir quand un guerrier mystérieux venant de l'ouest, sur sa monture ailée, donc ça c'est toujours un peu classe quand tu te déplaces en monture ailée, vient nous sauver la vie et fait s'enfuir ces méchants démons. Et ce mystérieux gars là, gentil, il nous donne un parchemin et il nous dit, ce parchemin là, si tu veux sauver le monde, emmène-le au sommet de la montagne. Donc il y a une très grande montagne dans le fond que l'on voit, et donc c'est le but de notre aventure, le messager, The Messenger. On a ce fameux parchemin que l'on doit emmener
au sommet de cette montagne. Donc logique déjà sur le nom. Tu joues un facteur en fait. Tu joues totalement un facteur ninja quand même qui balance des shurikens. Donc c'est pas votre postier du coin quoi. En tout cas, c'est ultra classique, dans la veine des jeux des années 90, de l'ère 8-16 bits, à la Shinobi, je reparlerai tout à l'heure de Shinobi, mais c'est le plus évident. Donc c'est un jeu un petit peu hommage du genre, c'est assumé, c'est voulu en tout cas au début, et c'est l'occasion de parcourir divers biomes, donc des forêts de bambou, puisque voilà c'est un peu asiatique, des grottes, la montagne forcément, enfin voilà il y a tout un tas de lieux. Il manque juste, tu sais, Kira, le niveau de la mine, et on les avait tous, mais il n'y est pas. Mais on les a tous. Petite référence à notre cher JDG qui adore... Une mine. Donc en termes de game design, donc pour affirmer son identité et sortir un petit peu des standards, Sabotage nous embarque, c'est un peu ce que je disais, d'abord dans un classicisme vraiment des jeux d'antan. Donc à l'ancienne, déjà c'est un design 8 bits, donc le NES quoi, à l'ancienne, avec les codes des jeux indépendants qu'on connaît sur cette période. Donc le jeu est sorti en 2018, donc c'est finalement un jeu qui s'inscrit, tu sais, comme dans la lignée de plein de jeux indés qu'on a eu, des jeux hommages comme on appelle ça, qui sont basés sur ce qui se faisait d'antan mais un petit peu modernisé. Donc The Messenger, c'est un jeu du style de Shinobi. Est-ce que tu as connu un petit peu la licence Shinobi ? J'ai connu la licence Shinobi, à l'époque je l'avais fait de mémoire, c'était sur Mega Drive que j'avais joué un Shinobi. Je ne sais plus lequel, mais il était très 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 cool, et surtout je me cassais les dents sur ce jeu étant enfant en tout cas. Et ben ça se joue comment Shinobi, tu peux nous dire un petit peu? C'était en scrolling horizontal, on avançait et puis on devait tuer des mecs, monter sur les toits des petits bâtiments et tout. On avait des kunai qu'on pouvait utiliser pour pouvoir tuer justement ses ennemis, et puis bien sûr. Mais en fait, tu as résumé ce qu'est The Messenger dans sa proposition au premier regard, tu vois, c'est ça. On a un scrolling, donc on va de gauche à droite, ce que tu disais. On donne des coups d'épée, on sert de nos shurikens pour taper à distance, et on saute. Voilà, il y a un petit peu de verticalité, donc dans les arbres, sur les plateformes, etc. C'est un jeu de plateforme. Donc ça, c'est la partie hommage. Ils ont twisté un petit peu le truc pour le rendre moderne quand même, parce qu'il est sorti en 2018. On n'est pas sur Mega Drive, donc. Il y a quelque chose de très sympa, Kira, qui fait partie fondamentale du gameplay, c'est quand tu sautes et que tu tapes quelque chose, donc un ennemi, un projectile ou quelque chose que l'on peut taper, ça t'autorise à faire un double saut. Donc ton double saut dans ce jeu-là est conditionné au fait de frapper soit un ennemi, soit un projectile, soit quelque chose, qui rend le double saut, tu vois, tout de suite beaucoup plus technique. C'est comme ça qu'ils ont, tu vois, ils ont modernisé un peu le jeu de plateforme. Puis c'est un peu logique en vrai, c'est comme si, toi, il y avait un rocher qui tombait, il s'accrochait dessus pour pouvoir sauter, enfin, ça donne un petit côté manga, on va dire. L'animation japonaise. Mais c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais en fait, c'est évident de faire ça. Donc, tu vois, tu as des petites lanternes qui sont prévues pour ça. Tu sautes, tu tapes dans la lanterne. Il faut bien taper dans la lanterne et ça te permet de ressauter derrière. Il faut appuyer sur saut. Et voilà, ton double saut est conditionné. Donc, ça, c'est comme ça qu'il se détache un petit peu des standards. Donc, c'est en plus, il faut de la dextérité, c'est valorisant, c'est parfois un petit peu exigeant parce que tu doutes plus le jeu avance, plus c'est difficile, forcément, les tableaux, les niveaux, etc. Ils ont rajouté aussi un boutiquier. Donc un gars qui dans une boutique, un marchand, auquel on peut acheter des améliorations, on peut lui discuter avec lui, donc plutôt sympa. Et comment on lui achète des choses, c'est que quand on tue des ennemis, on récupère leurs âmes, un peu à la Dark Souls si je puis dire. Et là ça nous fait une monnaie d'échange et on peut améliorer son kunai, son coup de sabre, la respiration dans l'eau, enfin ce genre de petites choses. Donc tu vois, un petit aspect très gros guillemets RPG ou en tout cas évolution de notre personnage en plus. Ce qui est intéressant du coup avec ce style de jeu, parce que c'est vrai que c'est pas le genre de c'est pas le genre de mécanique qu'on trouvait en tout cas dans les Shinobi à l'époque ou quoi. Bah oui, donc c'est pour ça que tu vois ils ont vraiment pris une coquille très classique auquel ils ont rajouté ces petits éléments, et dans ton postulat de base, voilà, tu te dis mon jeu c'est celui-ci, Messenger c'est ça, c'est un jeu hommage qu'ils ont amélioré avec le système de boutique, avec le système de saut qui est conditionné à l'attaque, et avec quelques petits éléments aussi, il y a des sauts de pouvoir à récupérer qui sont très bien cachés dans les niveaux, enfin ce genre de choses. Donc ça, c'est ce que tu penses que Messenger est, et le jeu te fait vraiment penser à ça, sauf que, et c'est là que tout le génie de Sabotage Studio
c'est là qu'il y a un twist. C'est que le studio t'a tellement bien amené ça, t'as tellement fait comprendre que voilà, tu es dans ce classicisme que l'on a retwisté parce que nous sommes la scène indépendante, donc on se réapproprie les choses, on les améliore, on les modernise et on vous sort votre jeu. Ça, c'est parce que le marché en 2018 est comme ça et parce que c'est ça qu'on a comme habitude. Mais que nenni, tu vois, j'ai réussi à sortir que nenni. J'étais très content quand j'ai mis ça dans mes notes, cher Kara. C'est beau cette expression. C'est très très beau, on l'utilise pas assez souvent. et en fait le jeu, ouais, c'est ce que je dis, là où il est très malin, c'est qu'en plus tu as une vraie courbe de progression, donc le jeu est de plus en plus dur, donc quand tu arrives au dernier niveau, tu te dis franchement le gameplay il est plus dur, plus exigeant, j'ai vraiment essoré les mécaniques de gameplay, donc j'arrive au bout du jeu. Même moi dans ma tête je me dis ça y est, j'arrive au bout du jeu, au bout de 6 heures à peu près. Enfin tu vois, il t'a conditionné, notre background de joueur fait qu'on sait qu'on atteint la fin parce que ça devient de plus en plus dur, parce que on arrive au boss, etc. Sauf que comme je disais, bah là, que nenni, je le redis parce que j'étais content de cette expression. En fait, pas du tout. Au bout de 6 heures, là où on pense avoir fini le jeu, en fait, un tout nouveau pan du jeu s'ouvre. Donc, le schéma narratif se densifie d'un coup. Donc, mon histoire de petit ninja, de messenger, tout ça, en fait, on est sur un délire carrément plus ambitieux. Le gameplay change avec de nouvelles mécaniques. L'aspect visuel qui change. On est plus sur du 8 bits. Plus le mode visuel, quoi. On passe de 8 bits à 16 bits, donc tu vois, on passe sur une génération de consoles supplémentaires, donc tu passes de la NES à la Super NES ou la Mega Drive, donc c'est très malin. Et en plus, malheureusement, je dois m'arrêter ici parce que évidemment, je peux pas dévoiler les éléments qui font que c'est une surprise totale. On arrive en 4K Ray Tracing spécialement pour PlayStation 5 Pro. Quand même pas. Avec 5 modes à sélectionner dans les menus, ouais. Pro plus, Pro plus, Pro plus. Enfin bref, non. Malheureusement, je m'arrête là sur les descriptifs du jeu, donc ça raccourcit un peu la chronique, mais ce serait vous dévoiler vraiment des éléments qui m'ont vraiment surpris, emballé. Et je me suis intéressé aux tests de l'époque, ce que je fais assez peu, parce que je lis généralement pas les tests, je m'en fiche, je me fais toujours. Enfin, je pense qu'on est tous pareil. Voilà, on écrit notre truc et on regarde pas trop ce qui se fait ailleurs. Mais là, je voulais voir si sur les sites de l'époque, tu vois, ils avaient donné le twist ou ils avaient expliqué. Et en fait, non. Je prends jeuxvideo.com avec le test d'Anagoon, que j'aimais beaucoup d'ailleurs en chroniqueur sur jeuxvideo.com. Un des meilleurs, surtout sur Nintendo. Ouais, sur les jeux indés. Il a mis 18 sur 20 au jeu et il dit, je le cite, « The Messenger est un titre qui cache très bien son jeu, puisque nous considérons que le plaisir de la découverte est un élément important. Nous ne dévoilerons pas certains développements scénaristiques ainsi que des particularités de gameplay pourtant primordiales. Dans certains jeux, cela ne change pas grand-chose, mais dans ce Messenger, c'est une toute autre histoire. » Et en fait, il a extrêmement bien écrit ce que je voulais écrire. Donc en fait, c'est ça. Ce que je ne peux pas vous décrire, ce qu'il n'a pas pu vous décrire, c'est pourtant tout le sel du jeu, c'est primordial, mais je ne serais pas sympa de vous le révéler. Donc, avant la conclusion... En vrai, c'est pratique, ça te fait une demi-chronique, du coup. ça m'a fait une demi-chronique. C'est vrai. Mais je vais quand même donner un petit peu de grain à moudre. Des choses dont je peux parler, qui ne sont pas des dévoilements, dévoiler l'élément de l'intrigue. La musique, très très cool, je suis très fan. La bande-son est très cohérente avec le jeu, je trouve, parce qu'elle personnifie un peu ce que j'ai expliqué, mais ils l'ont fait en mode musique, c'est qu'elle est surprenante, la musique, elle s'adapte au jeu, elle étonne tout le temps parfois, elle évolue quand on passe de 16 bits à 8 bits, enfin vous imaginez bien que là aussi ils ont joué là-dessus, donc c'est une très belle composition. Donc c'est Rainbow Dragon Haze, donc Eric W. Brown, le compositeur, il a fait un travail franchement extra, j'aime beaucoup la bande son. Avant que tu m'appelles, ce que je te disais, je l'écoutais à fond dans le studio, ouais. Et un autre élément du jeu qui est extrêmement cool, Kira, et ceux qui ont fait le jeu, ils doivent être étonnés que j'en ai pas encore parlé, c'est que le jeu est très très drôle, mais genre je me suis vu rigoler vraiment devant le jeu, parce que les dialogues sont trop bien, parce qu'il y a beaucoup de second degré, et parce qu'il y a ce personnage du boutiquier
qui est le personnage vraiment récurrent, c'est lui qui explique le lore. Et en fait, il est aussi un conteur d'histoire. En fait, quand on s'ennuie, on peut aller le voir et on lui dit « raconte-nous une histoire ». Et le mec raconte vraiment une histoire, mais une histoire qui dure longtemps. Donc il peut reprendre des contes, des comptines pour enfants, il peut reprendre des histoires très connues, des fables. Enfin bref, il nous raconte une petite histoire, sauf que petit à petit, ça évolue sur un peu d'introspection, il nous parle de jeux vidéo même. Il brise carrément le 4e mur, ça c'est quelque chose qu'on adore tous les deux, Kira. Il se moque même de notre quête, des arènes de boss, enfin bref, il n'y a aucun filtre. C'est hilarant, c'est parfois touchant, parce qu'il y a même, donc je dévoile un petit truc, mais il y a des dialogues secrets, et parfois c'est même les développeurs qui s'adressent à nous, et ouais, c'est quelque chose. Les dialogues dans ce jeu sont vraiment, vraiment, vraiment à tomber. Bon, en tout cas, ça me donne beaucoup envie, et c'est vrai que je pense que je vais l'essayer. J'en profitais pour regarder quelques images pendant que tu étais en train d'en parler. Et comme il est dispo partout, c'est peut-être l'occasion, justement. Eh ben écoute, je te le recommande, et je vais passer à ma conclusion. C'est la plus longue que j'ai écrite, mais c'est quand même pas très long. Mais donc The Messenger est un jeu brillant réalisé par des équipes brillantes. Il n'est pas qu'un simple jeu hommage, c'est ce que je disais, à une époque en plus révolue. Il n'est pas qu'un simple jeu non plus qui a été twisté avec des petits éléments un peu modernes. Il est bien plus que cela. The Messenger, c'est un jeu qui se joue de nous, de notre connaissance des jeux indés et de la scène indé telle que l'on l'a tous connue, de notre vécu de joueur, de nos habitudes, et tout ça dans le but de nous étonner, de nous faire un vrai effet waouh. Donc c'est un jeu qui a vraiment compris son public, qui a eu l'intelligence vraiment d'analyser les jeux et de nous prendre à contre-pied. Et en plus, on s'amuse énormément, comme je disais, il brise le 4e mur, il se moque des poncifs de joueurs, il se moque des poncifs du genre, tout en nous offrant une expérience très très solide, parce qu'en termes de gameplay, c'est vraiment très bien. Et comme je disais à la fin, j'ai beaucoup ri. Donc dans The Messenger, on est un petit messager qui doit délivrer un message. Et en fait, Sabotage Studio, ils nous offrent eux aussi un message. C'est un peu la métaphore de ce qu'ils sont. Avec eux, on gravit la montagne. Et ils nous font comprendre qu'il faut jamais oublier de s'amuser, de rire, de prendre du plaisir et surtout de garder cette petite flamme, parce que je trouve que c'est un studio qui a cette flamme, cette envie, ce partage, et c'est une petite leçon qu'ils nous donne. Donc cette petite flamme qui brûle en nous, qui nous fait vivre et rester heureux, il faut la conserver. Et The Messenger, c'est un jeu qui fait du bien au moral, donc franchement, je vous encourage à y jouer. Et Dieu sait que c'est important de se faire du bien au moral en ce moment, au vu de cette année 2024 de merde. Donc jouer à Messenger, The Messenger, franchement il est sorti en 2018, mais c'est encore cette année le meilleur jeu indépendant de l'année. Donc allez-y, c'est un très très grand jeu, et j'y ai passé 25 heures. Je pensais l'avoir plié en 5, j'y ai passé 25 heures, c'est dire la densité de ce qu'il propose. Oui, c'est clair que je m'attendais pas à cette durée de vie sur ce style de jeu. Bon Kira, j'ai parlé de quelque chose, tu vois, qui m'a fait du bien d'en parler. J'étais content, même si ça m'a fait une mini chronique. Et toi, tu vas parler de quelque chose que tu adores aussi. Donc en fait, on se fait du bien avec vous. Enfin, on se fait du bien en vous parlant. En tout bien, tout honneur, on entend bien. Ouais, en se parlant, évidemment. Bref, ne tombons pas dans le grave. Je vais encore recevoir des messages bizarres avec tes conneries. Oui, c'est toujours toi qui les as, les messages bizarres. Ouais. Bref. Métal Hurlant, très bon magazine. Lovecraft, on adore. Et a priori, il y a un mariage entre les deux. De quoi tu vas nous parler? Oui, je vais parler en fait du magazine Métal Hurlant qui sort en kiosque tous les 3 mois. Pourquoi? Parce qu'à l'occasion de ce revival de ce magazine, ils ont sorti un spécial Lovecraft. Donc juste avant, j'ai sélectionné une petite musique qui est, en fait, c'est le générique de la série télé Métal Hurlant que vous allez entendre avec la voix off, justement. Juste au début, en tout cas. Donc bon courage pour le montage, Sid. Merci. C'est le dernier fragment de ce qui fut un jour une planète vivante. Menée à la destruction par la folie de ses habitants, ce qu'il en reste est condamné à errer à jamais au travers de l'espace et du temps, hurlant sa peine et son désespoir. Dans la légende et dans les faits, on l'appelle le Métal Hurlant. Le retour de Métal Hurlant est un événement marquant pour les amateurs de bande dessinée de science-fiction. Fondé en 1974 par Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet et Moebius, ce magazine a révolutionné le monde de la bande dessinée avec ses histoires imaginatives et ses illustrations avant-gardistes.
Après plusieurs interruptions, c'est en 2021 que le magazine renaît de ses cendres et j'ai décidé d'en parler avec ce numéro spécial dédié à H.P. Lovecraft qui est particulièrement pertinent. Lovecraft, avec son univers d'horreur cosmique et ses créatures indicibles, a laissé une empreinte indélébile dans la littérature d'horreur et la culture populaire. Donc un numéro crossover d'une œuvre aussi marquante que celle de Lovecraft, mais également Métal Hurlant qui a aussi donné une très forte empreinte dans la pop culture. Alien ne serait pas ce qu'il est sans Métal Hurlant, le 5e élément par exemple, ou même Blade Runner sont des... Ou même des mangas, voilà. C'est arrivé jusqu'au Japon et ça a inspiré des mangaka, ouais, tout à fait. Et tout ça, ce sont des œuvres que j'adore et qui font partie de ma culture. Donc voir forcément ces deux grands noms dans le même magazine, bah, j'étais obligé de craquer en tout cas. C'est pour toi ça. On dirait qu'il était fait pour toi ce magazine. Je pense. En préface, je me suis dit, ce magazine est conçu pour Kira. Même pas, ils m'ont même pas cité. Enfin, je suis un peu déçu quand même. Mais inadmissible. Ouais, c'est inadmissible. Le contenu de ce volume propose une riche collection d'articles, d'essais et de bandes dessinées et d'illustrations. Les articles explorent divers aspects de l'œuvre de Lovecraft, offrant des analyses nouvelles et des perspectives inédites. Par exemple, certains articles se penchent sur les influences littéraires de H.P. Lovecraft, tandis que d'autres examinent l'impact de ses écrits sur la culture moderne, notamment dans le jeu vidéo, Dark Souls, Elden Ring, le cinéma, la littérature contemporaine et le manga bien entendu. La bande dessinée et les illustrations sont particulièrement remarquables. Chaque artiste apporte sa propre interprétation de l'univers Lovecraftien avec des styles variés qui capturent l'essence de l'horreur cosmique. Certaines bandes dessinées réinventent même certaines histoires ou certains classiques de Lovecraft, comme l'Appel de Cthulhu ou les Montagnes hallucinées, tandis que d'autres créent des récits originaux inspirés des thèmes et de son atmosphère. Là, on est dans le pur ADN Métal Hurlant, parce que Métal Hurlant, à l'époque, dans le magazine, on avait donc une quinzaine de petites bandes dessinées, en fait. Donc, c'est des histoires assez courtes qui se feuilletent en 3, 4, maximum 8 pages. Et on avait souvent des thématiques différentes et des genres différents et surtout des styles différents. Et là, c'est pour ça que ça colle bien à l'univers de Lovecraft. Des styles différents sur des histoires différentes, mais avec comme point central l'horreur cosmique. Dans un magazine Métal Hurlant, ça fait totalement sens, en fait. Oui, puis c'est le concept même des recueils de Lovecraft, qui sont des recueils plus que des romans en soi. Mais j'ai une question. En termes de proportion dans le magazine, c'est quoi ? C'est surtout de la BD ou il y a des articles aussi, il y a des romans ? Enfin, c'est quoi du coup le mix ? On va dire c'est 70% BD et 30% d'articles, d'essais et de romans non, mais d'articles et d'essais en tout cas, avec en fait... Au tout début de la bande dessinée, de la bande dessinée du magazine, entre chaque bande dessinée, en fait, on se retrouve avec un petit historique sur H.P. Lovecraft, mais j'en parlerai tout à l'heure. Pas mal, ok. Les conditions sont d'une qualité exceptionnelle, ça c'est important de le savoir, tant au niveau de l'écriture, de l'illustration, du papier également, parce que le papier c'est très important. Les auteurs et les artistes ont manifestement une profonde compréhension et un grand respect pour l'œuvre du maître, je vais l'appeler le maître. Les articles sont bien documentés et offrent aussi des analyses perspicaces, tandis que les illustrations capturent parfaitement l'atmosphère oppressante et mystérieuse des récits Lovecraftiens. Le magazine aussi réussit à nous offrir une vision complète et nuancée de son œuvre, grâce à la diversité des points de vue présentés. Chaque article apporte une nouvelle dimension. L'analyse de ses récits, par exemple, certains articles explorent l'aspect philosophique de son œuvre, tandis que d'autres se concentrent sur les influences culturelles et littéraires. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément, en fait, quand on essaye de se renseigner sur du Lovecraft, en fait. On va parler essentiellement de sa vie, on va parler essentiellement de son œuvre, mais ses influences, c'est souvent, on va dire, minimisé, alors que ça fait quand même vraiment partie de son style. Bon, certains articles pourraient bénéficier d'une analyse plus approfondie, par exemple certaines discussions sur les influences littéraires manquent de profondeur, ils auraient pu être enrichis par des comparaisons plus détaillées avec d'autres auteurs de son époque par exemple. De plus, certaines illustrations, bien que visuellement intéressantes, ne capturent pas toujours pleinement l'essence de l'horreur cosmique Lovecraftienne. Parfois l'accent, c'est même très difficile, mais parfois l'accent est mis davantage sur l'esthétique que sur l'atmosphère oppressante et mystérieuse qui caractérisait ces récits en tout cas.
Le contenu aussi, je trouve, manque d'accessibilité pour les nouveaux lecteurs. Donc si on n'est pas familier à l'univers de Lovecraft, ça peut être assez déroutant. Je pense qu'une introduction plus accessible aurait pu aider à, on va dire, initier un plus large public. Par exemple, un petit article introductif sur la vie et l'œuvre de Lovecraft, ainsi que son influence durable, aurait été bénéfique pour les nouveaux lecteurs. On met ça en début de magazine, mais à la place, ils ont décidé de le distiller tout au long en fait du magazine, et je trouve que pour les gens qui connaissent pas, ça peut être un peu abrupt. En revanche, l'un des aspects les plus intéressants de ce numéro spécial, c'est la manière dont il explore les termes récurrents de son œuvre. Par exemple, plusieurs articles et bandes dessinées se concentrent sur le thème de l'horreur cosmique, la notion forcément centrale et pierre angulaire de son univers. L'horreur cosmique se caractérise par l'idée que l'univers est vaste, indifférent et souvent hostile à l'humanité. Les récits de Lovecraft mettent souvent en scène des personnages confrontés à des vérités tellement terrifiantes qu'ils en perdent la raison, et surtout sur la nature de leur réalité, des vérités qui dépassent vraiment la compréhension d'un être humain, même le plus intelligent et le plus chevronné qui existe. Et je trouve que ces bandes dessinées capturent parfaitement cette atmosphère d'horreur, en tout cas. Je vais donner un exemple. Donc la bande dessinée, tu sais que je te parlais tout à l'heure, réinterpréter l'appel de Cthulhu, et là il met l'accent sur l'insignifiance de l'humanité face aux forces cosmiques. Donc les illustrations sont très sombres et oppressantes, avec des créatures monstrueuses, des paysages extraterrestres qui évoluent et qui créent un sentiment de terreur et de désespoir. En fait, là, ils ont voulu utiliser le médium de la bande dessinée, donc qui est un médium visuel, pour vraiment essayer de créer des toiles pour nous rentrer vraiment dans cet univers, surtout nous mettre en condition dans cette horreur. Et ça, c'est bien, on va dire c'est une adaptation en fait sur un autre médium. Oui, ils utilisent le média, c'est bien. C'est malin. Surtout qu'en plus, ça pourrait souffrir de la comparaison des œuvres de Lovecraft de Gutanabe, celle que je lis aussi à côté. Oui. Et là, ils ont quand même fait quelque chose avec une patte européenne, et ça, j'apprécie énormément. Un autre thème récurrent dans l'œuvre de Lovecraft, c'est l'héritage et la dégénérescence. Donc plusieurs planches explorent comment Lovecraft a utilisé ces thèmes pour créer une atmosphère de malaise et de peur. Par exemple, dans l'affaire Charles Dexter Ward, Lovecraft raconte l'histoire d'un jeune homme qui découvre qu'il est le descendant d'un sorcier maléfique. Cette découverte le conduit à une série d'événements terrifiants qui culminent dans une confrontation avec des forces surnaturelles. Et je trouve que on le retrouve dans ce magazine, même sur des histoires courtes de, comme je te disais, entre 4 ou 8 pages en fait. Et c'est ça aussi la force, c'est que ça va direct droit au but. On a un début, un milieu, une fin, toujours une fin un peu dramatique forcément, mais on reste accroché malgré tout et on a envie de les enchaîner comme des épisodes anthologiques. Les articles de ce numéro spécial analysent comment Lovecraft a utilisé des thèmes pour explorer davantage les questions de l'identité, l'hérédité, la nature du mal. Il souligne également comment ces thèmes sont reflétés dans les bandes dessinées et les illustrations du magazine. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent une petite préface sur l'auteur de la bande dessinée et qui explique ses inspirations à lui, ce qu'il a voulu faire. Par exemple, il y a une bande dessinée originale inspirée par Lovecraft qui raconte l'histoire d'une famille maudite par un ancien pacte et des forces surnaturelles, et j'ai trouvé que ces illustrations étaient juste très sombres, très inquiétantes, avec un détail qui évoque une atmosphère de décadence et de corruption mais ignoble, et c'est juste c'est de la poésie macabre, tu vois, c'est très joli quoi. J'aime bien le terme poésie macabre. Donc, je vais faire une conclusion, parce que ça reste un magazine, bien sûr. Globalement, ce numéro spécial est une réussite. Il rend hommage à Lovecraft tout en apportant des perspectives nouvelles et intéressantes. On pense qu'on a tout dit sur Lovecraft, mais c'est pas vrai, parce qu'il y a tellement de passionnés, en fait, surtout dans l'univers de la BD, qui eux, se réapproprient les histoires, ou même qui vont inventer des histoires dans cet univers, et ça donne une sensation que l'auteur vit toujours à travers eux. On a également des articles qui sont documentés et qui offrent des analyses souvent très perspicaces, tandis que bien sûr les fameuses bandes dessinées qui sont pour moi le facteur qui m'a donné envie d'acheter ce magazine retranscrivent cette atmosphère oppressante et mystérieuse sur chaque récit. C'est un incontournable pour les fans de Lovecraft et les lecteurs de Métal Hurlant. Je le recommande vivement.
on va dire tous les amateurs de bande dessinée, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser parce que là, le magazine coûte 20 €, mais le magazine vraiment vaut ces 20 € en fait. On a 300 pages, c'est 300 belles pages, c'est du papier glacé. Enfin, j'ai pas l'impression de lire un magazine, j'ai vraiment l'impression d'avoir acheté une vraie bande dessinée. Un ouvrage. Je vais finir sur une petite question. Quel est votre récit de Lovecraft préféré et pourquoi ? Donc si jamais vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à nous l'envoyer, donc soit sur les réseaux sociaux, soit via le site internet, et je serais ravi d'en débattre avec vous. Et puis toi aussi, Sid, vu que tu es fan de Lovecraft également, ça nous permettra peut-être, pourquoi pas, d'en rediscuter une prochaine fois. Ouais, tout à fait, on a cette passion en commun pour Lovecraft et c'est un très bel univers. Mais tu mettais en avant le 20 € pour le Métal Hurlant. Écoute, une BD franco-belge aujourd'hui à 56-80 pages, on est dans les 16 €, ouais. Donc moi, je trouve pas du tout le prix déconnant. Surtout que le magazine, on sait que la presse, ça coûte cher, le papier coûte cher. Donc ouais, gros soutien à eux. Je trouve que ils nous régalent d'avoir fait revivre ce magazine déjà et en plus une spéciale Lovecraft. Enfin, franchement, c'est ouf, quoi. On pouvait pas rêver mieux. Non, c'est clair. Et puis là, en plus, le prochain, j'ai envie de l'acheter du coup parce qu'ils vont ressortir des vieilles bandes dessinées du Métal Hurlant de l'époque, en fait. Donc c'est pareil. Et je crois que je vais m'abonner tout simplement. Donc je leur fais pas de la pub. On n'est pas sponsorisé. J'ai vraiment acheté ce magazine avec mes sous parce que je suis fan de Lovecraft et parce que je suis fan de Métal Hurlant également. Et c'est pour moi, en tout cas, la presse française est clairement en danger sur beaucoup de choses. Et ça fait plaisir de voir un magazine aussi travaillé avec des équipes aussi talentueuses et surtout on se fiche pas de nous en fait. On n'a pas de pub à l'intérieur. Enfin vraiment c'est le magazine entier. T'as acheté 20 € et voilà et vraiment pendant toute la lecture je l'ai lu 2 fois, donc une fois parce que c'était un peu l'euphorie de la situation, la deuxième fois j'ai vraiment plus analysé et non j'ai redécouvert des trucs et c'était juste incroyable quoi. Bon écoute, merci mon cher Kira, très belle reco, parler avec le cœur comme toujours. Est-ce que tu as des petits big up à faire à nos auditeurs ? Pas du tout. pas du tout. J'ai comme d'habitude, je suis mauvais élève. J'en ai noté 2. J'ai noté Nicolas, qui nous écrit par mail, très gentil. Il nous conseille la série culte, qui revient sur Love Story, les jeunesses de Love Story, et Tic Tac sur Disney. Donc voilà, il nous fait 2 recos. Tic et Tac, les rangeurs de risque ? Tic et Tac. C'est trop bien, en vrai. C'est trop bien, je l'ai vu et j'ai adoré et je l'ai regardé peut-être 2 ou 3 fois. Ce film est excellent, je tiens à le dire. Si tu veux faire plaisir à Nicolas, ce serait bien que tu en fasses une petite chronique à l'occasion. Il y a Arm qui nous a mis 5 étoiles, qui a réussi à mettre plein de fois 5 étoiles, donc je sais pas comment tu as fait, mais merci, continue à mettre très souvent des 5 étoiles. Et Laurent, donc Catgat pour son pseudo, qui à cause de moi, là c'est de ma faute Kira, il est tombé dans Vampire Survivor qu'il a acheté avec les DLC et c'est une spirale de temps, voilà, une masterclass très addictif, il adore. Par contre il m'a dit que c'était une drogue dure, donc j'aurais peut-être dû vous prévenir quand j'ai fait la chronique. Bravo, tu pervertis les auditeurs. Ouais, c'est ça. Il parle d'autres jeux, donc Brotato, un jeu que je voudrais tester. Il parle de Balatro, je suis dessus, donc beaucoup de trop d'ailleurs, peut-être trop. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il est très gentil, il nous a fait un message très sympa. Je vais pas lire tout son message, mais en tout cas, ça fait chaud au cœur. Merci Laurent, mes amitiés, nos amitiés, voilà, parce que tu nous les transmets. C'est très gentil. Et Kira, je te propose de te laisser la partie conclusion et teasing de la semaine prochaine. Alors, teasing de la semaine prochaine, je vais parler d'un jeu vidéo avec un plombier moustachu et ses potes qui ont décidé de faire des parties de jeux de société. D'accord. Toi, j'avoue, je ne me souviens plus de quoi Voilà, donc tu veux peut-être nous en parler, mais je me souviens plus de quoi tu voulais... Alors c'est un manga français dont je vais vous parler, un franga qui est fait par le très grand Run, dont j'ai découvert son travail il y a peu de temps, donc au label 619. Je vous en parlerai la semaine prochaine, ça va être très très bien. Moi de mon côté, en tout cas, ce fut un plaisir encore une fois de co-animer cette émission avec toi. Je vous souhaite de ne pas aller voir Venom au cinéma, mais d'aller voir malgré tout des films, de lire des livres et des magazines comme le sublime Métal Hurlant. Si vous avez aussi la série télé, vous allez voir, c'est pas mal. Écoutez de la musique, jouez à des jeux vidéo, jouez à The Messenger. Voilà, éclatez-vous, c'est important, c'est ce qui compte. Voilà, écoutez Nintendo Music et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.